Indécent, insolent, Carlos Alcaraz découpe Tommy Paul dans des proportions grandiloquentes à ce stade. Une autre finale que Carlos Alcaraz versus Jannik Sinner paraît tout simplement impossible. Mon débrief de cette démontada, un mot sur Sabalenka et Świątek et le travail propre de Musetti, c'est le programme carlitesque de ton nouveau digest de Roland Garros. Je te laisse claquer ton meilleur pouce, également t'abonner sous cette vidéo et on se retrouve juste après ça. Allez, on attaque avec le premier match de la journée entre Sabalenka et Zheng. Et si il y a une leçon à tirer de cette rencontre, c'est que lorsque vous tenez la bête en joue, il faut la battre. Ici, par exemple, on a une très belle construction de la joueuse chinoise qui fait faire l'essuie-glace à Sabalenka. Et derrière, dans cette position, elle va rater une volée next-gen et tu n'as pas le droit à ce niveau-là. Une première manche délicieuse de grande qualité qui nous a amené jusqu'au tie-break. Avant ça, une balle de 7 sauvée de la part de la joueuse chinoise qui va nous faire une course totalement démoniaque côté gauche avec un magnifique passing de revers ici dans cette position. Sabalenka qui n'a que ses yeux pour pleurer. Mais il y en a une qui va chialer, c'est Zheng après ce tie-break complètement retourné de la part de Sabalenka qui a tout simplement activé le God Mode injouable avec ses frappes pleines de puissance. On le sait, Sabalenka qui a très largement progressé ces deux dernières saisons avec beaucoup plus de variété, de texture dans son jeu, des amortis, des slices. C'est comme ça qu'elle a réussi à s'installer à la première place mondiale. Là, on était vraiment dans du passage en force en mode Shaquille O'Neal. Sabalenka qui affrontera Iga Świątek en demi-finale de Roland Garros ce jeudi. C'est un énorme blockbuster qu'on attend avec beaucoup d'appétit. Svitolina qui passe pas assez de première dans la première manche, elle est à 50% simplement de première. Du coup, elle s'est faite désosser derrière sa seconde. Elle est à 38 petits pourcents de réussite. Et comme on pouvait le pressentir, Svitolina qui a été obligée de jouer un petit peu en surchauffe, a essayé d'agresser rapidement Świątek. C'est le plan de jeu typique pour essayer de la battre. Elle n'y est pas parvenue, elle a beaucoup forcé, elle est sur un ratio très négatif en termes de coups gagnants, faute directe. Et puis ici, dans cette position, vous voyez, on a une Iga Świątek qui est basse sur les jambes, bien compacte, qui vient tirer du sol toute sa force et tout son lift, et qui se qualifie pour les demi-finales. Et on attend ce match contre Sabalenka avec grand plaisir. Allez, on avance sur les quarts de finale masculins de la journée. On commence avec le Musetti-Tiafoe, match pas forcément super emballant, c'est un petit peu de la faute de Tiafoe qui a servi simplement à 52% de première dans la première manche. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est un peu le plan de jeu typique de Lolo la musette, c'est de se mettre très très loin, d'agir tel un coffre-fort dans cette position, avec beaucoup de volume, de lift pour repousser Tiafoe. Le problème, c'est que Tiafoe, c'est pas trop reculé, il a pas trop décroché, et dans la première manche, il reste à 1 mètre, 1 mètre 50 de la ligne de fond, il prend des balles qui sont à hauteur de tête, il a pas trop fait les efforts en termes de discipline. Je voulais vous alerter aussi sur ce petit graphique très intéressant, on voit la qualité de retour des joueurs qui sont encore sur le tableau, qui sont encore qualifiés, en tout cas au stade des quarts de finale, et à ma grande surprise, on voit Lorenzo Musetti qui est le meilleur relanceur sur ses stats Infosys. Alors on se souvient aussi l'année dernière à Wimbledon, il avait très très bien retourné avec les revers bloqués, le petit slice, il a vraiment un magnifique contrôle avec son poignet, mais de là à être le meilleur relanceur, ça prouve aussi que sa position très reculée lui permet d'engager un maximum d'échanges. Et devant ce match, je me faisais une petite image, je me disais que le jeu de Musetti, c'est un jeu qui est plein de glu, c'est-à-dire que toutes les parties constituantes de son tennis sont reliées ensemble. On voit que c'est un joueur qui sait ce qu'il fait sur un court de tennis, les slices, les amortis, les gros volumes avec le coup droit, cette tenue aussi à 3-4 mètres de la ligne de fond. En fait, Musetti, il a trouvé son identité. Ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile à faire pour un joueur de tennis. Et à contrario, on a vu un Tiafoe qui était dans l'impro total, qui avait un plan de jeu, certes, qui était celui d'être le plus agressif possible, mais dans l'exécution dans le premier set, ça a été catastrophique. Ici, il va rallonger un peu au dernier moment et forcément, il va se faire cueillir par Musetti. On avance dans le deuxième set, Tiafoe qui va réussir à ouvrir le coffre-fort tel Ocean's 11 avec une petite stratégie assez classique, c'est-à-dire qu'il va mettre beaucoup de volume sur le revers de Musetti. Il va en fait essayer d'obtenir la balle courte. Ça, c'est super important aussi en tennis pour pouvoir intégrer l'intérieur du court. Ça a été la clé pour Tiafoe pour essayer de résister, pour proposer quelque chose. Et derrière, on s'engage sur le côté ouvert. Un autre point stratégique très intéressant qui fait de Musetti un demi-finaliste à Roland Garros ultra légitime, c'est sa manière assez subtile et aussi en fait c'est lié à son jeu asymétrique, c'est d'attirer le trafic au maximum de ce côté-là. Donc en fait, il suranticipe parfois, et ce qu'a bien fait Tiafoe dans cette position, mais pas assez
passé, je trouve, sur l'ensemble du match, c'est de lire cette position attentiste de la part de Mosetti côté gauche pour se décaler avec son coup droit, un peu typiquement à la Stefano Tsitsipas. Et en fait, ici, il va envoyer un revers de longue ligne, et du coup, Mosetti, il a suranticipé, il est complètement pris. Ça aurait pu être un angle tactique à utiliser davantage. Et je vous ai parlé de la position reculée de Mosetti. En fait, là, on était vraiment aujourd'hui dans un combat vertical, un combat de profondeur avec un Mosetti qui a essayé de tanker les facéties, les accélérations de Tiafoe à 3-4 mètres de la ligne de fond, et un Tiafoe, à contrario, qui ici va résister à un des breaks avec des amortis vénéneuses. Alors, pas forcément toujours bien touchées, mais ici, là, raide comme un piquet, juste avec la main, juste avec le talent, il s'en sort. On arrive sur le dramonnet de ce match qui a beaucoup agité les réseaux sociaux, qui a interloqué, choqué les fans de Novak Djokovic. Je vous pose la question dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Lorenzo Mosetti aurait dû être disqualifié? Alors je vous refais la scène, en fait ce qui s'est passé c'est que le ramasseur de balles n'a pas forcément bien lancé la balle, elle est arrivée au niveau des chevilles de Mosetti qui a mis un kick dedans, pas forcément très fort, la balle qui a atterri en pleine poitrine de la juge de ligne qui n'a pas bronché un seul instant. Et donc dans ce cas, on va prendre deux critères en compte, c'est-à-dire la puissance, la violence de l'impact et aussi forcément la réaction de la personne concernée. Là, le fait que la juge de ligne n'ait pas du tout bougé, ça a fait que Mosetti n'a pris qu'un seul avertissement. Il est quand même passé pas loin de la correctionnelle ici. Et on termine l'analyse de ce match avec un mot-clé qu'il faut que vous reteniez, c'est celui de la concentration. Ça a toujours été le problème pour Frances Tiafoe, qui est un talent quand même assez formidable. Ici, dans ce dernier jeu du set, et en fait, il va beaucoup donner. Il va y avoir 3 grosses fautes directes. Il va exploser sur le reste de la partie à partir de ce moment-là. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que en même temps, on voit le plan sur le coach de Frances Tiafoe, David Witt, et regardez ce qui est écrit sur sa casquette, focus. Concentration. Le 4e set qui ne sera plus qu'un simulacre de tennis avec un Frances Tiafoe qui va exploser dans les grandes largeurs et c'est une qualification tout à fait méritée pour Mosetti qui a fait une super prépa sur terre battue, qui est l'un des 5-6 meilleurs joueurs sur terre battue actuellement, qui sera d'ailleurs, il me semble, 6e mondial à l'issue de ce Roland Garros. On enchaîne sur le Alcaraz versus Tommy Paul en night session et on a tout de suite compris sur ce match que Carlos Alcaraz était dans des dispositions phénoménales avec un déplacement élite, un coup droit qui est parti dans tous les sens. Il suffisait d'écouter à l'oreille les accélérations de Carlos Alcaraz par rapport aux frappes de Tommy Paul. Il a fait passer Tommy Paul pour un vulgaire 31. Les 2 premiers sets d'Alcaraz ce soir, c'est absolument n'importe quoi. Les déplacements sont lunaires, il y a une créativité, il y a un sens du jeu aussi qui est tout à fait délirant. Il va conserver en toutes circonstances sa lucidité. En fait, on avait l'impression que le temps s'arrêtait, qu'il avait le temps de déposer un petit lob ici alors qu'il vient de se taper une énorme course. Il s'est imposé par sa puissance, il s'est imposé par ses déplacements, mais il s'est aussi imposé avec ses contres titanesque. Ici, encore une course. Pourtant, Tommy Paul, il a essayé de le décapsuler, il a essayé de le faire bouger, c'était impossible de le déborder. Et ici, par exemple, vous voyez Tommy Paul, qui pourtant est complètement en train de couvrir le côté gauche, mais il est en train de se replacer vers le centre. Il va se prendre un contre de l'espace, alors qu'Alcaraz est à 3 mètres de la ligne de fond. Une accélération foudroyante dans la lucarne. Et j'étais devant mon écran, dans mon espèce de cathédrale là aujourd'hui, et je me suis dit, sur ce coup droit, est-ce qu'on ne serait pas en train de voir un coup droit à la Roger Federer 2005, la finale de l'US Open contre Lleyton Hewitt? Est-ce qu'on n'est pas sur du prime coup droit à la Del Potro, à la Fernando González? Est-ce que Carlos Alcaraz n'a pas tout simplement l'un des 5-6 plus grands coups droits de tous les temps, dans cette explosivité, dans cette faculté à laisser son adversaire à 4 mètres de la balle? Je vous pose la question. Alors, il y a plusieurs stats qui résument l'extrême domination d'Alcaraz, au moins sur les 2 premiers sets. Il a laissé filer quelques balles de break au tout début du 3e, et le 3e était un tout petit peu plus accroché. Mais la stat qui est absolument dingue, c'est les 10% de réussite derrière la 2e balle de Tommy Paul sur le premier set. 10%. 10%. 1 sur 10. Une autre combinaison d'un autre monde qui a propulsé Alcaraz dans ce quart de finale, ça a été la combinaison glissade et toucher. Là, par exemple, il arrive à pleine vitesse. C'est très très difficile d'avoir à la fois cette course explosive, relâchée avec une glissade, et en même temps conserver à la fois la lucidité, mais aussi l'exécution, toute la souplesse pour conserver la balle juste derrière le câble. Il faut une combinaison de facteurs hallucinante. On va pas trop insister sur ce match par décence pour Tommy Paul qui a dû rentrer chez lui là et ne rien comprendre à l'ouragan qu'il a pris dans la face.
Quand on compare, hein, on voit Sinner qui explose ses adversaires, on voit Carlos Alcaraz qui est bien monté en puissance, super testé contre du mur, Shelton qui a fait un énorme match, et ça aussi c'est pareil, hein, c'était un test, et là en fait on a vu un Carlos Alcaraz quasiment concentré du début à la fin, et c'est redoutable. J'ai vu aussi au niveau positionnel, là on est sur la première balle de Tommy Paul qui du coup a essayé de passer des premières secondes pendant l'ensemble du deuxième set, il est à 93% de première balle sur le deuxième set, il met un jeu simplement. C'est lunaire. Et on a vu Alcaraz donc sur la première balle de son adversaire vraiment camper quasiment à l'intérieur du court, en tout cas avancer le plus possible et asphyxier en permanence Tommy Paul. Carlos Alcaraz ce soir ressemblait à un dragster furieux et inarrêtable. Et on se termine avec le camp prono sponsorisé par les Winamax de Winami. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € remboursés en cash instantanément pour votre premier pari. Vous avez toujours mon code SV10 qui est actif par ailleurs. L'offre, elle est, je le répète, c'est très important, exclusivement réservée aux adultes. Demain, nous avons le reste des quarts de finale et ce sera Yannick Sinner contre Alexander Bublik, Camoulox en début d'après-midi et en soirée, Alexander Zverev versus Novak Djokovic. La question qu'on se pose sur le premier match-up, c'est est-ce que Alexander Bublik peut prendre ne serait-ce qu'un set à Yannick Sinner qui joue le Fuego, qui a démonté Rublev, qui a explosé Lejka également. Je pense sur papier quand même que Bublik, il a cette folie, il a ce tennis expéditif parfois, gros service, gros coup droit, gros service amorti. En fait, tu sais pas trop à quel sein te vouer. Est-ce qu'il pourrait pas nous faire un tennis un peu à la Corentin Moutet l'année dernière? Il avait pris premier set, Corentin, on s'en souvient, même si Bublik, il a quand même un gros service, une grosse première. Moi, je serais quand même peut-être tenté de mettre le premier set perdu de la quinzaine sur ce match, avec un Bublik qui serait dans les dispositions qu'il a montré face à Draper et aussi lors de sa remontada face à Alex de Minaur. Le deuxième match demain, ce sera un blockbuster entre Zverev et Djokovic. Vous voyez, les codes sont très équilibrés, on est quasiment sur un flip. Djokovic légèrement favori selon les books, ça confirme ce que je pensais immédiatement après la qualification de Novak Djokovic face à Cameron Norrie. On regarde les oppositions, ça a toujours été assez serré entre les deux hommes. On a eu des matchs, notamment au Masters, avec des conditions qui sont très rapides. Là, on va être en soirée, conditions peut-être un peu plus humides, qui devraient réduire l'influence du service. Donc là, vous vous dites derrière votre écran, a priori, le service, c'est l'arme principale de Zverev. Oui, mais attention, c'est aussi l'arme désormais de Novak Djokovic, qui compte beaucoup sur des points gratuits ou sur des one-two, où il peut réussir à s'économiser sur les jeux de service avant de livrer son plein potentiel athlétique sur les jeux de retour. Et ce match, je crois que ça va être le test grandeur nature pour Novak Djokovic au niveau de son physique. J'ai du mal à voir un match expédié, à moins que Zverev passe complètement à côté. Je pense que ça va être âpre, je pense qu'on va avoir des rallyes, je crois qu'on va savoir si Novak Djokovic physiquement est totalement prêt. On sait, hein, il a fait un bloc préparatoire énorme avant Genève, il a remporté Genève, il est sur une très belle lancée. Ici, j'ai envie de donner une victoire pour Novak Djokovic en 4 manches. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires, qui va se qualifier en demi-finale, surtout le Djokovic-Zverev. Je pense qu'on va se régaler. Je serai d'ailleurs présent sur ce match sur le Châtrier, ce qui fait que demain soir, a priori, ça va être difficile de vous faire une vidéo. Je pense que le gros débrief de ces deux matchs, et surtout du Zverev-Djokovic, ce sera plus sûrement ce jeudi après-midi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez-vous une petite baguette de pain avec du beurre salé.